Le fleuve Charente est navigable depuis l'âge de fer. On l'utilisait principalement pour le transport du sel. À l'époque gallo-romaine, Saintes, comme Cognac ou Jarnac, est un port, et la Charente devient un axe de navigation pour le transport de marchandises. Les embarcations qui circulaient sur le fleuve Charente ressemblaient à celle-ci, qui est une parfaite réplique des gabarres du XVIIIe siècle. La ville de Saintes produisait du cognac et on peut remarquer ces belles demeures qui attestent de ce commerce florissant. Alors si la navigation a été intense au XVIIIe, elle décline au XIXe pour devenir aujourd'hui une navigation de plaisance avec quelques escales touristiques. Muriel Perrin s'est passionnée pour l'histoire de Saintes, qui n'a pas toujours porté ce nom. À l'origine, la ville s'appelait Médiolanum. Il y a 2000 ans vivent ici les Santons, peuple gaulois. Jules César lance sa conquête des Gaules et va former 3 provinces, dont l'Aquitania, et au centre de chaque province, une cité pour la diriger. Médiolanum est la cité qui dirige l'Aquitania au tout départ. Il s'installe le long d'un fleuve. Oui, c'est un emplacement stratégique important qui permet d'installer une ville monumentale, des ateliers et des flux de circulation et de commerce. Il nous reste des édifices, comme cet arc. Les Romains ont monumentalisé la ville et effectivement, c'est pour eux le reflet de ce qu'est l'Empire. L'arc de Germanicus donc, est un édifice qui permettait d'accéder à la ville principale. C'est une porte de ville, un arc routier. Et non un arc de triomphe. Non, tout à fait, voilà. C'est vraiment la porte de la ville, une entrée et une sortie pour pénétrer dans Médiolanum. L'arc de Germanicus n'est pas le seul vestige de l'époque romaine. Non, tout à fait. Il y a un ensemble de termes très importants au nord de la ville et puis également des éléments de l'aqueduc. Élément essentiel puisque si la Charente a permis l'édification de la ville, on ne peut pas boire son eau et il faut aller chercher de l'eau potable à une source assez abondante pour alimenter la ville qui est importante. Et puis également des canalisations souterraines puisque 90% de l'aqueduc à Saintes est souterrain. On a retrouvé aussi d'autres bribes d'édifices. Oui, tout à fait. Donc, au moment où on édifie le rempart, au IIIe siècle, on construit le plus vite possible et à l'économie. On démonte les monuments pour pouvoir construire la muraille qui protège la ville. Et donc, quand on démonte à son tour le rempart, on découvre des vestiges de la basilique, des mausolées très importants, et puis un monument majestueux que je vais vous amener voir à l'ouest de la ville de Médiolanum. Muriel nous conduit à travers un dédale de rues piétonnes. C'est le charme de Saintes, un cœur de ville harmonieux, avec en son sein la belle cathédrale Saint-Pierre et son dôme de cuivre, lui donnant cette silhouette si particulière. Les Romains ont choisi le vallon, qui est une particularité géographique de la vallée de la Charente, pour pouvoir économiser la construction de l'amphithéâtre et asseoir les gradins sur les 2 pentes du vallon. Cet amphithéâtre a des dimensions extraordinaires. Oui, absolument. 126 mètres sur 100 mètres, donc c'est un grand amphithéâtre qui pouvait accueillir, on pense, la totalité de la population, soit 12 000 à 15 000 spectateurs. Alors c'est là qu'il y avait des spectacles, enfin des combats. Exactement. Alors, il faut imaginer donc le public qui arrive. Plus on est riche, plus on a les places réservées au premier rang, et plus on monte, plus on est pauvre. Et on propose le matin des chasses, c'est-à-dire des combats contre des animaux, et l'après-midi, clou du spectacle, les jeux de gladiateurs. Est-ce qu'on meurt dans ces arènes? Oui, pas autant que ce qu'on croit aujourd'hui, mais oui, on meurt. Et qui sont ces gladiateurs? La plupart sont des esclaves, donc des hommes que l'on force à signer un contrat. On pense qu'il dure entre 3 et 5 ans. Et à la fin de ce contrat, s'ils sont vivants bien sûr et qu'ils ont remporté plusieurs victoires, ils auront une prime et surtout une épée en bois, symbole de leur liberté. Et à partir du 1er siècle, on a fait combattre des femmes dans l'amphithéâtre. Les gladiateurs qui mouraient lors du combat, on les enterrait à proximité des arènes? À proximité, mais pas dans l'amphithéâtre. Alors d'abord, il y a une petite chapelle dans laquelle on leur rend les honneurs funéraires et ensuite on les évacue par la porte des morts, à l'ouest, du côté du soleil couchant, jusqu'à la nécropole qui longe la route de Bordeaux. Le monde des vivants est séparé du monde des morts à l'époque antique, c'est très important. Et est-ce que le public avait le choix de faire mourir
ou de faire vivre le Oui, gladiateur. tout à fait. Et les jeux sont des jeux participatifs, c'est pour ça qu'ils trouvent leur public, le public les aime beaucoup. Alors, on imagine un gladiateur qui vient d'être blessé, qui pose un genou à terre, et le public va décider de son sort. En faisant le geste que Alors, l'on connaît. Le pouce levé, pouce baissé, c'est une tradition que l'on trouve seulement au XIXe siècle, donc on n'est pas sûr que ce soit ce geste. On pense plutôt que c'était la main tendue. Les Romains, pour se saluer, disent « Ave » en levant la main. Ce geste de main tendue est un geste funeste, un geste de mort. Donc probablement ce geste-là pour les gladiateurs morts. Et ce geste-là, le geste de la vie, que l'on trouve sur des colliers de gladiateurs pour, au contraire, donner la vie sauve aux gladiateurs vaincus. Comment connaît-on le quotidien des Romains ? Alors à Saintes, le sous-sol est exceptionnel. Les fouilles archéologiques nous ont permis de découvrir des objets de la vie quotidienne, des mosaïques des corps de sol, des coquillages des corps de plafond, des éléments d'accessoires, de parures qui montrent que les femmes étaient très apprêtées, des éléments également de céramique qui nous parlent de la cuisine. Il y a même un biberon au musée archéologique qui nous montre aussi les flux commerciaux puisqu'il y a des amphores qui transportaient du vin qui nous permettent de connaître donc les flux économiques. Également les jeux qui sont très prisés à l'Antiquité, des jeux de dés beaucoup et le jeu du latroncule qui est l'ancêtre du jeu de dames également. Et puis des éléments de vie quotidienne tels que le strigile qui est le racloir que l'on utilise dans les thermes. Parce que quand on n'a pas de savon à l'Antiquité, on utilise de l'huile et ensuite on se racle le corps avant de plonger dans les bains et de faire le circuit du baigneur, du bain chaud au bain froid. Les arènes sont délaissées au IIIe siècle, au moment de la construction du rempart, car elles se retrouvent à l'extérieur du mur. L'amphithéâtre sert alors de carrière de pierre pour construire le faubourg Sainte-Eutrope, où se situe aujourd'hui l'église du même nom.